Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Une tasse à la fois. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une compagnie que j'aime particulièrement, pas juste pour son nom vraiment le fun, qui est The Pretty Ugly Company, qui est une belle compagnie, by the way, mais qui font quelque chose de vraiment super extraordinaire. Donc, sans plus tarder, P.O. Lisanne, cofondateur de Pretty Ugly Company. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous, merci. C'est vraiment cool. Ça fait longtemps que je parle de vous à l'équipe parce que je connais vos produits. Mais à vrai dire, je suis vos médias sociaux. Vous faites une super bonne job de contenu. Je suis vos produits, je goûte à vos produits, j'aime vos produits, mais j'aime beaucoup aussi la mission en arrière de l'entreprise. Fait que je disais, il faut absolument qu'on les ait au podcast, il faut qu'on parle de ça. Fait qu'on a fait une petite liste de questions, mais fondamentalement, moi, la question numéro 1, c'est d'où ça vient ce nom-là? Ouais. C'est une bonne question, mais c'est vraiment arrivé de nulle part. On écoutait la télé un soir. On avait à peine le plan d'affaires de fait. On savait un peu ce qu'on voulait faire. Puis là, Liz a dit « Je gueule, j'ai trouvé le nom de l'entreprise! » Mais je me rappelle même pas ce qu'on écoutait. Je me rappelle de rien. Je me rappelle que P.O. il était en train de faire à manger dans la cuisine. Tu sais, on habitait encore à Montréal. Pas un gros appart, là. Moi, je suis comme « P.O. Oh my God! » Je sais c'est quoi. Non, il est comme oh, OK, c'est quoi? C'était littéralement le premier et dernier nom qu'on a choisi. Puis c'était... Moi, je voulais que ça s'appelle juste Pretty Ugly. P.O. il aimait le Pretty Ugly Company, comme il aimait qu'on rajoute tout ça. Ouais. Puis c'est resté comme ça. Puis après ça, tous nos plans d'affaires, tous nos pitchs, tous nos trucs, on a gardé ce nom-là. Puis ben, c'est resté. Et pour les gens qui n'ont pas fait le lien, c'est parce qu'on utilise des légumes considérés comme laids, puis on fait quelque chose de beau avec. Puis on aimait le côté justement punché, anglophone, qui dérange, ça rime, ça se dit bien, puis c'est un beau contraste de qu'est-ce qu'on fait. Ben sérieux, puis ça marche parce que la première fois que j'ai entendu le nom, je me suis dit, hein? C'est quoi ça? Fait que t'es piqué, curiosité, tu vas, c'est quoi? Puis là, ça ouvre souvent la conversation aussi, là, dans le sens, pourquoi Pretty Ugly? Parce que c'est vrai que si tu connais pas nécessairement la mission, ben tu te dis encore plus pourquoi Pretty Ugly. Puis là, finalement, quand on explique que on prend des légumes moches, on les rembout, tout ça, ça fait du sens aussi. Mais nous, c'était ça qu'on voulait, puis ça choque aussi, fait que ça fait jaser. Mais sérieux, c'est vraiment cool. Merci. Parlant de mission, ouais. Donc vous êtes vraiment là dans la revalorisation. OK? C'est très populaire maintenant, mais c'est pas juste excuse l'anglicisme, c'est un play marketing. Non. C'est vraiment de vos valeurs. Ouais. Expliquez-moi un petit peu le concept de la compagnie, là, juste pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Là. Ouais. Ben, en fait, 100% des produits de Pretty Ugly sont faits à base d'ingrédients revalorisés. Donc, on sauve du gaspillage alimentaire. Fait qu'on va prendre tout les surplus, les légumes hors critères de beauté, ce qui n'a pas été vendu, les erreurs d'emballage, des fournisseurs, des producteurs locaux. Nous, surtout, on s'est comme développé une expertise un peu dans la tomate, veux pas, avec la salsa. Puis après ça, c'est venu rajouter des croustilles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que plus on vend nos produits, plus on a un impact positif sur l'environnement puis sur l'économie locale. Puis c'est super important à dire que quand on travaille avec des fournisseurs et des producteurs de tomates, nous, on va payer pour leur surplus. T'sais, nous, même quand on a commencé à travailler... Nos premiers tests, là, dans la cuisine à Montréal, là, littéralement dans notre appart, on allait chercher ça chez Courchaine-Larose. On allait chercher des petites caisses comme une à fois. Tu sais, chez Courchaine, d'habitude, tu pars avec une palette. Eux, ils étaient comme, OK, ben venez en arrière, en entrepôt, puis prenez ce que vous avez besoin. On partait avec notre petite caisse de tomates. On la payait, puis c'est ça. Parce qu'on s'est dit que même si on était une toute petite entreprise, qu'on a eu l'idée, voilà, comme 3 ans et demi, nous, on voulait s'assurer qu'on soit pris au sérieux puis qu'on soit des partenaires d'affaires avec les gens. Tu sais, on n'était pas là pour faire la charité, puis à un moment donné, quand tu vas scaler, ben tu sais, ça fonctionne plus, ça. Fait que dès le départ, on s'est dit, ben regarde, on va payer pour nos produits, on va l'intégrer dans notre cost, ça va faire du sens, puis les gens vont nous prendre au sérieux dès le début. Naïvement, c'est ça qu'on s'est dit, puis mine de rien, ça a comme fait son petit chemin, puis rapidement, on a eu des super bons fournisseurs, stables, bon approvisionnement, des super belles tomates que malheureusement, pour eux, ils n'ont pas eu le temps de vendre. Ils ont des retours d'une palette de Sobeys. La boîte était molle. La vigne a trop produit. Ils n'ont pas assez vendu. Tu sais, pour toutes les raisons imaginables possibles, il y a tellement de tomates à gaspiller, c'est débile. C'est à peu près 1,1 million de tomates par jour au Canada seulement qui est gaspillé. Gaspiller? Ouais, c'est fou. OK, mais là, gaspiller, ça veut dire littéralement impossible à vendre. Ouais. Non, mais ça dépend. Tu sais, comme on dit, des fois, c'est juste... Est-ce que oui, ça pourrait être vendu? Oui, pour les critères de beauté, ça pourrait être vendu, mais des fois, c'est juste, admettons, on se fait appeler parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu... Tu sais, Sobeys a reçu des boîtes de tomates, les caisses étaient molles. Fait que ça, ils peuvent comme... C'est trop compliqué pour eux de gérer ça, fait qu'ils le renvoient, admettons, chez les Courchaine-Larose. Puis là, ça, après ça, ils savent plus quoi faire avec. C'est comme des catégories B, fait que là, nous, on arrive, on les prend. Fait que est-ce qu'il aurait pu être vendu? Oui, d'une certaine façon, parce qu'elles sont encore belles, mais il y a trop... C'est trop comme...
time consuming pour eux de gérer tout ça puis de voir, OK, ben cette boîte-là, on peut la prendre versus celle-là, on peut pas. Fait que, s'il y en a 2, 3 qui sont trop molles, ben ils renvoient toutes puis après ça, tu sais. Ce qui fait du sens dans l'économie d'aujourd'hui puis le fait que personne n'a le temps de rien gérer. Là. Mais en même temps, c'est pour ça que nous, on est là parce que nous, on prend le temps de le faire puis de les sauver. Puis, tu sais, la raison pour laquelle aussi, au début, puis depuis le début, on paye pour tout, c'est de montrer qu'il y a vraiment de la valeur dans cette économie circulaire-là. Puis de dire que c'est rentable aussi pour les agriculteurs, pour les distributeurs, pour tout le monde, de sauver ces légumes-là du gaspillage alimentaire, parce que nous, on les paye, tu sais. Fait qu'ils vont faire, au moins, ils vont éponger leurs pertes ou faire un petit peu d'argent avec ça, à la place de payer pour aller les jeter. Comment? Oui, parce que tu payes pour faire du compost, là. Fait qu'il y a un frais de compostage. Mais ton container, tes déchets. C'est fou, là. Ouais. C'est ouais. fou. Fait que nous, c'est ça qu'on veut, là. On veut que les gens, à la place d'aller payer pour faire du compost, ben que leur premier réflexe, ça sera OK, ben on appelle Peu d'Ugly, eux, ils vont les prendre. Puis après, c'est un peu ça le but, là. Fait que... C'est cool parce que je vais en apprendre pas mal plus que je pensais. Non, mais c'est un monde, hein, l'économie circulaire. Il y a beaucoup de joueurs, de plus en plus très populaires. Le commun des mortels, c'était bizarre de s'y retrouver. Oui, puis à 100%. comprendre, c'est ça. Puis nous, on apprend encore beaucoup. Ça, okay. Là. Fait que pourquoi la tomate? Ben là, chez les salsifs, ça, mais pourquoi initialement la tomate? Quand j'ai eu l'idée de partir l'entreprise, c'était justement, je venais d'avoir ma première job d'adulte, entre guillemets, puis la COVID est arrivée, puis j'étais supposé comme être un petit peu plus dans l'événementiel, tu sais, développement de marché, fait qu'on s'entend qu'il se passait pas grand-chose. Au US. Puis on avait, au US en plus. Okay. Puis on avait des clients dans l'alimentaire, veux pas, puis ça m'intéressait de plus en plus, tu sais, je trouvais ça cool, les loops de ce monde, les Red Bull, c'est un autre patente, les gourous, tout ça, j'aimais ça comme l'alimentaire. Puis là, à un moment donné, j'ai lu un article qui disait que la tomate, c'est le légume le plus gaspillé au monde. Puis là, on s'est dit, ben nous, on est des consommateurs de chips et de salsa régulièrement. Tu regardes un match de soccer autour de la piscine, peu importe, c'est convivial, ça nous ressemble. Puis on vient du milieu de la restauration à la base. Pendant notre parcours universitaire, pendant nos études, c'est là qu'on s'est rencontrés. On a toujours travaillé en restauration. Fait qu'on s'est dit, ça nous rejoint, tu sais, c'est la bouffe, c'est rassembleur. Il y a le côté business, il y a le côté entrepreneurial. Ça coche comme toutes les boîtes. Puis en plus, on a trouvé une façon de faire du bien à l'environnement en cochant toutes nos cases perso qu'on voulait. Fait qu'on s'est dit super naïvement, là, on le fait-tu? Oui. C'est tout. C'est vraiment tout, parti de... C'est tout. Comme il n'y a pas d'histoire de... Puis tu sais, moi, je savais que... Ben, tu sais, pendant des années, on a pensé qu'on allait finir par avoir un resto. Puis encore une fois, la COVID est arrivée. On entend-tu la glace quand je fais ça? Sûrement. J'ai arrêté d'en boire après. Mais c'est ça, tu sais, on a pensé pendant longtemps que c'est ça qu'on allait faire. Finalement, ça n'a pas donné, mais moi, je savais que je voulais un volet environnemental, c'est sûr, à peu importe ce qu'on allait faire. Tu sais, ma meilleure amie, elle étudie en environnement. Tu sais, nous, c'est dans nos valeurs aussi depuis longtemps. Fait qu'on dirait qu'au moment où on l'a parti en 2020-2021, tu sais, quand... 2022, ça va. En 2022... Tu sais, je me disais, c'est impossible qu'on fasse quelque chose puis qu'on se foute de l'environnement puis que, tu sais, on essaye juste de faire l'argent. Tu sais, ça prenait absolument ça. Fait que quand PO est arrivé avec l'idée, j'étais comme, OK, mais c'est parfait. Ça fait juste tout mettre qu'est-ce qu'on s'était dit qu'on voulait faire, la bouffe, l'environnement, l'entrepreneuriat, veut pas. Fait que c'était parfait. OK. Là, ce que je comprends, là, c'est que vous êtes un couple dans la vie. Ouais. Déjà, ça, c'est pas toujours évident. OK. Ben, pour une entreprise. À la base, hein? Ah ouais. Oui, non, à la base. À la base. L'entreprise, Ouais, là, on rajoute une difficulté à l'entreprise. Ouais. C'est que là, toutes les journées sont passées ensemble. Ouais. Parfait. À parler de la business. Ouais. Parfait. C'est bon. Fait que ça a des défis, ça, j'imagine? Oui. Ouais. Oui. Quand même. Quand même, parce que les gens qui nous écoutent, là, c'est pas nécessairement toujours facile quand tu es avec ton. Moi, j'étais avec mon meilleur ami. Ouais. Fait que je suis super choyé, mais c'est pas toujours facile quand tu Ben, ça doit être similaire, là, sincèrement. Là. C'est des relations d'amour quand même. Là, oui, absolument. Mais nous, pour vrai, on s'est rencontrés en restauration. On a travaillé dans du comme gros volume de resto, dans des situations quand même stressantes. Je veux pas, la restauration, c'est quand même stressant. Puis tu gères 36 000 affaires en même temps. On savait qu'on travaillait bien ensemble à la base. Puis je pense que c'est venu vraiment naturellement. T'sais, on n'a jamais parlé d'un projet dans nos 10 ans d'années ensemble qui n'était pas comme ensemble. T'sais, on n'a jamais eu vraiment un projet qui était comme « Ah, je pense que j'aimerais ça faire ça », mais que l'autre soit pas impliqué. T'sais, dans notre tête, c'est comme super naturel. Après ça, est-ce qu'au quotidien, il faut
des fois, il faut se ramener à l'ordre puis se dire, OK, on est aussi un couple puis il faut faire autre chose que juste parler. Oui, 100%. Tu sais, comme des fois, on va au resto puis on se dit, OK, ben là, on n'en parle juste pas. Est-ce qu'on finit par en parler pareil? Absolument! C'est sûr! Mais sûr. On essaie, en tout cas. Oui. Le couple, moi, fait souvent ça. OK, là, on va aller rouler en bicycle, puis là... On n'en parle pas. Là, t'es dans le bois, puis là, tu sais, la Oui, c'est ça, là, tu sais. C'est inévitable, mais tant que t'es confortable avec ça aussi, c'est correct. Tu sais, je veux dire, si c'est sain, puis c'est... Ben, il faut, tu sais. Puis sinon, ben, puis c'est la communication, là. Tu sais, tu te fais des check-ups. Tu te dis, comme, on est-tu correct? Ça, puis au pire, s'il y a quelque chose qui s'est passé, t'aimes pas ça, tu dis, ben ça, moi, ça m'a... Tu sais, j'ai pas full aimé ça, comme j'aimerais ça qu'on en reparle, puis après ça, ben... Tu vis ta vie. Cool. Fait que là, ça, c'était ma deuxième question. Vous êtes un couple dans la vie, mais les deux, vous avez travaillé en restauration. Oui. Fait que ça, tout à l'heure, tu as dit dans votre parcours universitaire. Oui. Je suis curieux, vous avez étudié en quoi? Moi, j'ai étudié en économie. OK, ça va bien, ça. C'est en économie, fait que c'est un peu connexe, mais c'était très comme macro-oriented. Fait que c'était vraiment comme le système boursier mondiaux, puis etc., etc. Puis Liz était... moi, j'ai fait politique, relations internationales et communication. Fait que, communication. Il y a communication qui vient rejoindre ça. Le reste, bof, pas vraiment. Mais moi, parcours universitaire, ben tu sais, il nous sert, là, dans le sens... il nous sert pour comme... notre structure puis nos trucs. T'as appris à apprendre. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, mais pendant vos études, vous avez travaillé dans des restaurants. Oui, tout le temps. Puis donc, tu sais, c'est familier. C'est pas un truc, tu sais, vous avez dans l'alimentation, fait que c'est pas un truc, on va essayer ça dans la cuisine. Vous aviez une formation, vous connaissiez ça déjà? On n'a jamais été en cuisine de tout notre parcours. Non, on était en service. En service? En service. On était en service. Fait que c'est très naïf, là, notre façon de penser. Là, on est comme, ben, tu sais, on a tout le temps voulu se partir un resto. On aime rassembler les gens, on aime la business, puis on veut faire un produit de qualité qui nous ressemble. Hey, on fait ça, ça va vraiment être facile. Mais tu sais, c'est pas comme ça que ça marche, là. Mais grâce à la restauration, tu apprends à travailler fort. Ça te dérange pas de commencer à 9 h le matin, finir à 2-3 h le matin, si c'est ça que ça prend. Tu sais, c'est pas soutenable tout le temps, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Puis après ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens qui nous ont aidés. Puis ça a commencé dans le restaurant d'un de mes amis où est-ce que je travaillais à Saint-Bruno. J'ai parlé de mon idée, j'ai dit, hey, j'ai cette idée-là de faire la salsa, j'aimerais ça commencer à faire des tests, puis commencer à produire. Puis je sais que le resto il est fermé les dimanches puis les lundis soirs, je peux te louer la cuisine, tu sais, vraiment, vraiment. Parce qu'au début, on faisait c'est bien beau faire des tests dans un appart, mais éventuellement, il faut que tu essaies de faire une plus grosse prod. Fait qu'on a eu la chance qu'ils nous chargent rien aussi, ce qui a vraiment il a dit, c'est mieux que ça, je vais te la donner. Fais juste remettre ça propre quand le resto ouvre le mardi matin. Puis let's go, on fait ça, j'aime le projet. Fait qu'on a commencé de même, on empruntait le char à mes parents, puis on produisait les dimanches jusqu'à très tard le soir, jusqu'à 2-3 h le matin. Même chose les lundis, nos amis viennent nous aider, tout ça. Puis on faisait comme 200-250 pots durant cette journée-là et demie. Puis après ça, on partait, on faisait notre petit test de marché. Fait qu'on a décidé d'aller voir, mettons, les IGA Pépin à Belleuil McMaster, pour ceux qui connaissent, qu'on connaissait. On leur a parlé de notre projet. Pouvez-vous essayer de vendre nos produits? On est allé au marché Jean Talon pour essayer de faire goûter les gens le plus rapidement possible, pour s'assurer que c'est pas juste ma mère qui est comme... c'est préféré, ça! Oui. La meilleure salsa! Ah oui! Mon gars, il est bon, là, c'est bon. Mais tu sais, pour s'assurer qu'il y a vraiment des gens qui vont aimer ça. Puis d'ailleurs, on a eu plein de commentaires, plein de feedback. C'était vraiment une bonne école, le marché Jean Talon. Les gens, j'ai l'impression qu'au marché Jean Talon, ils vont là depuis tellement d'années qu'il y a comme une proximité avec les gens qui vendent là. Fait qu'écoute, ils nous ont donné des commentaires, puis on a pris le feedback, puis on a ajusté plein d'affaires. C'était vraiment formateur. Là. Fait que sans background, vous avez quand même réussi à faire de la R&D, à développer votre propre produit. Ça, c'est cool, là, valider le marché, voir, puis rajuster le tir. Mais là, après le 200 pots, là, vous vendez des palettes. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape? Comment qu'on scale ça? Vous êtes passé de la petite cuisine à... Nous, on n'a pas eu le choix, en fait. On n'a pas eu le choix. On a vraiment été chanceux. On produisait un dimanche après-midi, justement, puis là, je reçois un appel. Puis là, je raccroche, là, je regarde Liz, je fais comme Liz, on est dans la marde. Elle fait qu'est-ce qu'il y a? Je fais là, Sobase vient de nous appeler, il veut nos produits dans les 300 GA, genre demain matin. Il voulait nous lister à travers toutes les GA au Québec. Vite de même. Après 3-4 mois de tests de marché, on postait un petit peu sur Instagram. Puis Guillaume Durocher, le gars qui s'occupait de développement de produits dans notre catégorie, il nous a vus, il nous a spotés. Puis c'est le genre de gars qui donne vraiment beaucoup de chance aux nouvelles entreprises. Qui est incroyable. Si tu écoutes Guillaume, merci encore. On lui dit à chaque fois qu'on le voit. C'est lui qui a littéralement parti Pedigree d'une certaine façon. Là. Ah, c'est donc cool, c'est fou. Fait que tu sais,
touche du bois tout le temps. Puis à chaque fois qu'on raconte comme notre histoire, on se rend compte à quel point on est chanceux. Là. C'est parce que c'est pas... c'est quand même... C'est rare de passer de rien à un canal de distribution si grand. Ouais. D'habitude, tu sais, mais là, du jour au lendemain, vous rentrez dans... 300 tous les GA. Toutes les GA. Fait que la première commande, c'était comme 18 000 pots. Nous, on en faisait 250 en une journée. 200. Le restaurant. Oui, là, c'est ça. Fait que on s'est regardé, puis vu qu'on n'a pas l'expérience, on n'est pas des opérateurs, c'est pas nous qui avons les certifications, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. C'est juste apprendre à shipper, trouver les bons transporteurs, etc., les marges, tout le kit. On a vraiment appris rapidement sur le tas. Nous, on sortait de l'école. On a mis 5 000 $ pour partir le brand, genre, puis tout allait en marketing un peu. Puis on n'avait rien, fait qu'on s'est dit, ben regarde, on va pas perdre la chance de Sobase, puis on n'est pas des opérateurs. On va trouver des gens qui se spécialisent en sous-contraction, qui vont faire les produits pour nous selon nos recettes, selon nos standards. Ça va nous permettre d'avoir pas beaucoup d'overhead, de rester agile, puis de se concentrer dans quoi on est bon, c'est-à-dire d'être rapide, là, aller voir les gens, puis parler de notre produit, puis justement être rapide. C'est ça. Parce que sinon, on n'aurait pas pu, là, tu sais, tout se setter, une usine, whatever. C'était impossible. Ouais, mais c'était quand même un... Guillaume, là. Oui, on a dit, on est prêt. Puis après ça, on a trouvé le co-packer. C'est souvent même. Oui, exact. C'est pas dire non une opportunité. Ben, c'est exactement ça. Je vais m'arranger, là. Puis de toute façon, tu sais, quand tu te fais lister, c'est tout le temps... Thank God, c'est tout le temps plus long. Là. Fait que là, à ce moment-là, ça a été le fun que ça soit plus long parce que ça nous a permis de... Elle nous a appelé au mois de février, il voulait qu'on rentre pour juin. Finalement, on est rentré fin août. En 2022, ça. Mais quand même, tu sais... c'est rapide, mais une chance que c'était pas vraiment juin. C'est vite, ça. C'est vite, c'est très vite. Vite de « j'ai pas d'usine, je suis dans le resto à... faut que je livre des palettes ». Ouais. Wow! Sérieux, ça, c'est impressionnant. OK, moi, je suis curieux, là, parce que je suis un néophyte. Si ça a l'air compliqué, des chips revalorisés. Ouais. Pourquoi? Premièrement, comment qu'on... Ça pousse où des chips? Ben non. Ça pousse l'herbe à chips. Le chipier. Le chipier. Le chipier, ça pousse dans le chipier. Fait que vous ramassez les... C'est ça, les chips. Exact. Oui, c'est ça. Bon, on shake l'arbre un peu, ramasse les chips. Non, mais c'est ça. Au début, ça a été compliqué parce que c'est une formulation vraiment plus différente que juste faire une salsa. Tu sais, c'est comme un peu une sauce tomate que tout le monde peut comprendre le principe. Là, les chips, c'était comme, OK, quel ingrédient on va aller revaloriser? Quel ingrédient est disponible? Puis comment on veut avoir le fun de la tortilla de maïs sans que ça devienne trop grano puis qu'on perde ce côté-là de maïs. Fait que là, au début, c'était comme, OK, on veut trouver une bonne recette. On avait goûté quelqu'un qui faisait du maïs revalorisé, mais qui revalorisait ça de comme... de micro-distillateur tout ça. Puis il y avait comme un arrière-goût de fermentation qu'on n'aimait pas. Fait qu'on était comme, bon, ben ça ne sera pas avec du maïs. On a trouvé de la drèche, super stable. Fait que ça, c'est vraiment cool. Sauf que la drèche, pour ceux qui connaissent ça, ça peut facilement virer plus en craquelin qu'en chip. Tu sais, nous, on n'était pas fans du craquelin comme tel, mais on aimait ce que ça amenait, puis le fait qu'il y a beaucoup de drèche qui est gaspillée. Fait que là, on était comme, OK... Comment on jongle avec ces deux concepts-là, c'est-à-dire la chips qui est vraiment nice, tu finis le sac puis t'as pas de problème avec ça, puis le craquelin que tu sais après deux, c'est sec, là, c'est ça. C'est moins party, un craquelin. C'est moins party. Comparé à une chip, tu sais. Puis ça peut goûter... Oui, c'est ça. Dépendamment aussi de la drèche, tu sais. Exact. Parce que nous, on s'est dit, on va mettre moins de drèche, puis on va prendre du bon maïs bio de qualité, mais ça va tellement être bon, qu'on se disait, qu'on va en vendre tellement plus que c'était juste 100% de la drèche. Fait qu'on va en sauver plus au final, parce que ça va être plus... Ça va être meilleur. Nous, c'était ça notre vision. Fait que là, on part avec ça, une idée d'avoir une chip qui va complémenter notre salsa, mais là, il faut que tu trouves le sous-contractant. Fait que là, vu qu'il y a de la friture d'impliquer, puis il y a un certain volume, puis c'est un petit peu différent la façon que ça fonctionne, ça a vraiment été compliqué d'en trouver. Le premier, il ne voulait pas s'embarquer dans l'économie circulaire. Le deuxième, avec qui on a parlé, il n'y avait pas assez de volume, mais pas pantoute. Le troisième, il faisait un peu des craquelins, mais il ne faisait pas de friture. Fait que là, l'autre, il n'y avait pas assez de volume, parce que, tu sais, nous, on visait tant de ventes là, dans la prochaine année. Puis là, quand il a parlé de ce chiffre-là, puis notre vision était comme, ah ben non, moi, tu sais, je peux en faire tant max. Puis on était comme, OK, mais on fait ça en ce moment. Là, fait que l'année prochaine, ça ne fonctionnera pas. Il y en avait un autre aussi qui parlait juste pas français, fait que c'était vraiment difficile. Une petite barrière de langue. C'est ça. Fait que ça a pris une bonne année à trouver le bon partenaire pour commencer les croustilles. Là, vous avez trouvé le bon partenaire. Vous allez pouvoir le grandir avec lui. Oui. Parce que ça, j'imagine, c'est un autre enjeu. Il faut trouver le bon partenaire aussi pour grandir. Dans le sens que partenaire X, il y a des infrastructures, puis là, du jour au lendemain, tu passes dans un autre canal de distribution. Là, c'est fini, il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est compliqué aussi parce qu'avec les co-packers, il y en a qui vont être pour les plus petits joueurs, mais ils chargent plus cher parce que c'est des plus petites quantités.
Puis après ça, c'est comme un autre step d'arriver à une certaine quantité pour avoir le prix visé. Tu sais, nous, on savait que les premières années, on allait faire moins d'argent parce qu'on n'était pas avec un co-packer qui nous permettait d'avoir les prix visés. Là, on vient de passer ce step-là puis de faire le changement avec des nouveaux co-packers qui nous donnent les marges qu'on avait prévues et tout ça. Mais tu sais, ça a quand même pris 2 ans. 3 ans. Ouais, parce qu'on s'est dit au début, nous, on le sait, le prix de détail sur la tablette, on sait à combien ça se détaille pour que ça soit compétitif. Puis on est quasiment le même prix que toutes les salsas. Tu sais, on est un petit peu plus cher que Tostitos, on est moins cher que toutes les salsas premium. Puis on trouve que notre salsa est vraiment bonne parce qu'on est la seule qui utilise juste des tomates fraîches, pas de tomates en canne, puis on les sauve du gaspillage alimentaire. Fait que là, on s'est dit, OK, on veut faire ça, mais pour atteindre les volumes, pour avoir un bon prix, genre un bon cost, on s'est dit, ben nous, on va aller vite. Fait que les 2 premières années, on va faire affaire avec des plus petits co-packers, puis on le sait que ça ne sera pas nécessairement super rentable pour que le plus rapidement possible, on puisse après ça aller voir les plus gros joueurs, puis leur dire, regarde, on a fait nos devoirs, on est rendu à tel volume, on peut supporter vos quantités minimum, let's go, on est prêt. Puis là, on est là-dedans en ce moment. Là. On a trouvé nos nouveaux partenaires, tout le kit, ça augure super bien pour le cash flow, mettons. C'est bon. Ça va faire du bien, là. C'est rare qu'on dit ça en business, mais Ben, justement, j'ai une question. Pendant que tu parlais de tomates, ça m'a flashé. Là, vous êtes dans la revalorisation de tomates. Ça vient de peu partout. Est-ce que ça affecte la recette, ça? Au début, oui. Tu sais, on a eu... il a fallu faire vraiment, vraiment beaucoup de tests. Là, on est standardisé avec comme tout notre mélange d'épices et tout ça. Puis après ça, on calcule ce mot-là, moi, je l'oublie tout le temps. On calcule tout. On calcule la tout. viscosité, le brisque, le pourcentage d'eau évaporée, tout ça. Parce que après la cuisson et la réduction, l'important, c'est vraiment la consistance. Puis avec le mix d'épices qu'on met, mais moi, je dis tout le temps, par goûter pareil. Maintenant, je comprends. Parce que, tu sais, nous, on se disait, pourquoi personne fait ça avec de la tomate fraîche? Comme, c'est quoi l'affaire? Puis après avoir commencé la business, on s'est dit, ben c'est ça. C'est pour ça. Ben oui. Parce que dans l'alimentaire, c'est un produit, les gens, ils l'adoptent. J'aime ça. Mais si ça se met à changer de goût, là, l'adoption est plus difficile. Bien, au début, pour être franche, il y en a eu. Là, comme les gens, ils ont été vraiment gentils avec nous. T'sais, on recevait quelques commentaires de comme, celle-là était plus liquide, celle-là, telle affaire. Puis, malheureusement, c'était comme un mal pour un bien parce que, vu qu'on est rentré dans les GA super rapidement, ben ça a comme fait partie de la game. Puis les gens qui nous suivent depuis le début, ben on adore ça parce qu'ils ont accepté ça. Mais là, maintenant, elle est standardisée. Puis ça va l'être encore plus avec notre nouveau co-packer. Fait qu'on est... C'est ça. J'ai tellement une colle, là. Ouais. Puis là, j'essaie pas... Une colle pour nous? Oui, j'essaie pas de faire, de faire mon fin, là. Mais la réalité, c'est vous êtes en pleine croissance. Ouais. Là, vous mettez à ouvrir d'autres canaux de distribution. Est-ce que, même avec tu as dit 1 million de tomates? Oui. C'est ça. Est-ce qu'il arrive un point dans cette... Non. Non, je sais où tu t'en vas avec la question, mais non. Il faut acheter des vraies tomates ou... Non, ça nous est jamais arrivé, puis je pense pas que ça va arriver. Okay. C'est par jour au Canada. C'est par jour? Oui. OK, c'était pas une colle, c'était une niaiserie. Non, mais c'est comme ça fait du sens de poser la question, parce que tu dis, à un moment donné, techniquement, il y en aura... Tu sais, le but, c'est qu'il n'y ait plus de gaspillage alimentaire. Malheureusement, ça va probablement toujours exister à cause des standards puis à cause de comment la chaîne est faite. Mais tu sais, nous, on dit tout le temps que malheureusement, on va toujours en avoir. Oui. Parce que... C'est parce qu'à vrai dire, excuse-moi, ma pensée était, votre mission, elle est tellement forte. Fait que tu dis que nous, c'est ça notre ADN. Puis là, ce qui arrive à un moment donné, dans la compagnie aussi, tu produis tellement que la matière première qui est à revaloriser, il n'y en a plus assez, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Mais clairement, c'est... Je pense pas que ça va arriver. Puis si jamais ça arrive, on sortira un autre produit, puis on sauvera ça de... T'sais. Ça, c'était ma prochaine question. Donc, déjà, vous pensez à des produits... on en a plein. On en a trop, en fait. On a plein d'idées. Théo, il est plus capable de m'entendre. Moi, je suis plus dans le mood comme, on peut-tu optimiser, puis comme... développer notre canal de distribution, optimiser les marches, s'assurer que les gens nous connaissent, qu'on maîtrise, qu'on jongle avec depuis 2 ans et demi parce que ça va super vite avant de commencer à penser à d'autres produits. Puis là, les est comme, on fait un breuvage, on fait ci, on fait ça, j'ai une autre idée. Mais genre, à toutes les semaines, là, je suis comme, oh my God, j'ai pensé à telle affaire, ça va être malade. Il est comme, pourquoi? Pourquoi tu te focuses pas sur... Puis je suis comme, mais non, ça va être malade. Non, mais moi, je suis pas biaisé, mais elle a raison. les gens de marketing, c'est tout le temps la nouvelle affaire. Ce qui est vraiment cool, mais je comprends très bien ton raisonnement. Là. Maîtrisons le terrain de jeu, mais c'est inévitable qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix aussi de lancer d'autres produits. Oui, c'est ça. Mais ça garde un hype aussi, puis ça fait partie. Puis,
sais, moi, dans la business, ce que j'aime le plus, c'est lancer un nouveau produit. Tu sais, c'est ça le hype. Je trouve que c'est ça qui est le fun. Mais PO, il aime ça perfectionner. Tant mieux, dans le fond. Là, chacun, on a comme nos créneaux, nos forces. Mais oui, moi, écoute, sortir un breuvage, là, si quelqu'un nous écoute et qui veut faire une collab, là, oh my God. OK, mais là, on peut jaser. Breuvage, ça veut dire quoi? Avec du jus, du... Juste ce qui se boit, moi, je dirais, en général. N'importe quoi qui se boit. La salsa, ça se boit. Techniquement. Mettons, si tu veux, là. Quelques motons, mais bon. Ouais. Un peu, là, mais... Non, mais il y a des jus de tomates, là. Oui. Hey, il y a des jus de on tomates. a déjà un branding pour ça, là. Moi, je te de disais. vrai. Fait que vous voulez... OK, c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Mais vous voulez aller toujours dans le registre de la tomate ou... Vous êtes capable qu'on va sortir? Techniquement, on pourrait tout faire, tu sais, dans le sens qu'on a des idées pour vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est sûr que là, on a, sans le vouloir, une expertise en tomates, là, parce que, tu sais, on sait comment la traiter. Moi, on a d'autres produits en banque, puis, tu sais, on a peut-être une prochaine saveur de chip qui n'a même pas rapport avec la salsa, tu sais, qui se mange vraiment juste par elle-même, qui va sortir éventuellement. Tu sais, on veut rester... Répète ça. Éventuellement, on va sortir une saveur de chips, qu'on ne dira pas de la date, on ne sait pas exactement, mais on a déjà la saveur, on sait déjà c'est quoi. Puis c'est pas nécessairement linké avec la salsa, parce qu'on veut... Un peu comme celle qu'on a sortie cette année. Ouais, tu sais, chez Dor Jalapeno, techniquement, on voulait pas nécessairement... Ouais, tu sais, les gens, ils ont décidé qu'ils en mangeaient aussi avec la salsa, mais à la base, on ne l'avait pas sorti pour que ça soit nécessairement comme un side pour la salsa. On l'avait juste sorti pour que ça soit une saveur qui se mange par elle-même. Mais là, mettons, la prochaine saveur, c'est un peu ça le but, c'est de faire comme un statement de genre, on fait pas juste faire de la salsa, on fait autre chose aussi. Là. Donc, une chips, c'est pas le chipier, là. C'est des patates. Mais j'imagine que aussi, les patates, il doit en avoir comme les tomates, beaucoup qui ont besoin d'être valorisées. Ouais. On y avait pensé, ça aussi. Oui, là. Ouais. Juste que là, vu qu'on fait souvent avec le maïs, on dirait qu'on est comme parti dans cette... Maïs, drèche, on travaille, on va commencer à travailler avec de l'avoine aussi. Ça sort quand, ce podcast-là? Très bientôt. Oui, parce que... Mais c'est parce que... On a un scoop? Ben, je sais pas, on a ça un scoop. Parce que dans le fond, on change... On va le sortir pour le scoop. On va changer pour... C'est bon. Ben, c'est parce qu'on a eu, tu sais, depuis le début, nous, on aime ça ajuster les recettes. On aime ça écouter ce que la clientèle veut, s'ajuster en fonction. Puis, dans nos chips actuels, il y avait certains irritants, je dirais, pour le consommateur qu'on a pris en note, puis que là, on a changé de co-packer pour pouvoir changer la formulation aussi. Fait qu'à la place d'être de la drèche, on va sauver de l'avoine. Fait que ça va être de l'avoine revalorisée. Fait que ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir être sans gluten, il va y avoir plus de fibres, plus de protéines aussi dedans. Fait que c'est ça. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Fait qu'on est bien content de tout ça, parce que ça a pris du temps avant qu'on puisse faire le changement puis que ça soit à notre goût, en fait. Fait que, Fait qu'il y a ça qui s'en vient. À ce jour, là, des projets comme ça, c'est toujours vous qui faites la R&D? Oui. Oui et non. On travaille avec... C'est très rustique comme R&D. Nous, c'est est-ce que c'est bon? Est-ce que ça convient à nos besoins? Puis on goûte les saveurs. Puis, mettons, la salsa, c'est nous qui l'a fait. Ça, c'était 100% nous. Première chip aussi. Après ça, la croustille, c'est un petit peu différent parce que tu as ton mix de seasoning puis tu travailles avec un labo, mais on pousse pas... nous, on donne tout le temps qu'est-ce qu'on veut. Comme on dit, nous, on veut telle affaire. Est-ce que ça se fait? Oui, non. Puis après ça, les co-packers avec qui on travaille, ben ils travaillent avec nous puis ils nous renvoient comme des options, des tests. Puis on dit, OK, ben ça, c'est trop salé, pas assez salé. On veut... Tu sais, fait qu'on la travaille nous-mêmes, mais on travaille avec quelqu'un qui nous aide. On la fait pas dans le cuisine. Il va falloir faire des focus group et des études de marché plus poussées pour s'assurer de ne pas se planter. Mais en ce moment, je pense qu'on est assez jeunes puis comme petite entreprise qu'on y va au feeling puis qu'est-ce qui nous fait triper puis qu'est-ce qui est... Tu sais, on est littéralement notre clientèle cible. Fait on se fie aussi un peu à... Comme, il faut pas juste faire ça, il faut se fier à toute les gens qui magasinent en épicerie et tout ça, mais concrètement, toi, nous, tout ici, c'est un peu ça notre clientèle cible, c'est jeunes consommateurs-ish, puis on se dit, ben si nous, on tripe en ce moment, puis c'est ça la mode, ben je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas non plus, fait que pour l'instant, on y va de même, on verra si éventuellement. Je voudrais juste mentionner là, à la caméra que tu as dit jeune consommateur. Alors, je voulais t'en remercier. Ça fait plaisir. C'est super gentil. Mais, face à part, tous ces produits-là, vous avez un canal de distribution qui est très gros en ce moment. Vous, j'imagine, cherchez à ouvrir d'autres canaux de distribution. Oui.
J'ai-tu un scoop? Mais là, en ce moment, on est déjà au Québec, on est vraiment bien desservi. On est IGA, Métro, Avril. Là, on vient de rentrer dans toutes les Super C aussi. OK. Il y a Maxi qui resterait à aller chercher, qui est très populaire en ce moment. Réponds-nous, Maxi. Mais là, oui, ils vont répondre, c'est ça. Mais ça serait pas mal ça. Sinon, dans le reste du Canada aussi, ça va quand même bien. On est chez Whole Foods, Healthy Planet. On rentre chez Farm Boy. On rentre chez est Farm rendu. Boy. On a dépassé 1000 points de vente cette année disponibles au Canada. Wow! Ouais. Notre prochaine grosse étape, je dirais que ce serait les US. OK. On aimerait attaquer. US, le premier qui vient, comme moi, je suis un peu plus en mode justement optimisation, mais s'assurer qu'on ait une meilleure exécution sur le plancher et tout ça. Parce que là, ce qu'on voulait, un peu comme dans le plan d'affaires que je disais au début, pour avoir le cost qui est intéressant, on voulait aussi avoir une distribution qui est intéressante pour là commencer à faire un peu plus de marketing qui est plus dans quoi elle est bonne, qui va être plus un retour sur investissement un petit peu mieux. Parce que quand tu fais des gros déploiements marketing, comme peut-être on a fait au début un petit peu trop tôt, puis qu'on est juste dans 300 points de vente, puis après ça, tout le monde te cherche, mais tu ne te trouves pas. C'est ça. C'est comme, OK, qu'est-ce que tu fais? C'est comme l'œuf ou la poule, il faut que tu fasses les deux. Oui, mais tu sais, au début, on a fait dans l'œil du dragon très, très tôt. Tu sais, on n'avait même pas nos chips officiellement. Puis on était juste disponible chez IGA. C'est déjà bon d'être chez IGA, vraiment, mais après ça, tout le monde nous envoyait des messages comme « Vous êtes où? Moi, j'ai pas d'IGA proche de chez nous. Comment je fais pour vous trouver? » Fait que, des fois, on se dit avoir su, peut-être qu'on l'aurait fait 1 an plus tard, juste pour avoir au moins 2 grosses chaînes, qui font en sorte que tu es plus accessible par tout le monde. Parce que c'est ça, la vente en ligne, c'est pas nécessairement notre... c'est pas notre dada, c'est pas notre gros focus. Fait que, de se faire envoyer comme des centaines et des centaines de commandes en ligne, c'était le fun, mais c'est pas... on n'est pas équipé pour ça, là. Fait que... ouais. Peut-être qu'on aurait attendu, mais en même temps, on sait pas. Peut-être que ça aurait pas... C'est ça. Fait que ce que je comprends, c'est que le passage à l'œil du dragon, ça a donné énormément de notoriété. Ouais. Puis là, est-ce que ça s'est... Parce que souvent, est-ce qu'il y a des pics ou est-ce que ça a comme perduré ou ça vous a donné une deuxième lancée? Ça nous a comme donné deux... La première étape, c'était vraiment drôle, vu qu'on s'attendait comme à rien dans l'œil du dragon. On s'est dit, hey, on va aller avoir du fun là-bas, puis on va faire parler de nous autres. Fait qu'on s'était préparé un petit peu dans le garage chez mes parents, puis on s'était dit, regarde, on va préparer comme d'avance une trentaine de boîtes Dragon, comme un peu toutes les entreprises font. Fait que si jamais ça se passe bien à la télé, les gens vont commander. Puis si on les vend pas toutes, ben on en donnera à des influenceurs, tout le kit. Finalement, on a comme eu 700 quelques boîtes en commande en comme 2 heures. Là, ça n'avait pas de sens. Fait que là, on capotait, on n'était pas prêts pantoute à ça. Puis après, comme plusieurs entreprises, ça a comme retombé assez rapidement. Mais ça nous a permis après de se faire approcher par Métro, parce qu'ils nous ont vus là-bas. Quand tu passes au Dragon, ça donne un peu, puis quand ça se passe bien aussi avec les Dragons, ça donne comme un petit saut d'approbation. OK, c'est une compagnie sérieuse, c'est le fun, t'es up and coming. Fait que ça nous a comme, oui, on n'était pas disponible partout, fait que peut-être la retombée sur les ventes était peut-être pas qu'est-ce qu'on pensait, mis à part la vente en ligne qu'on s'est fait exploser. Puis après ça a duré 2 semaines, après ça a retombé. Mais moyen terme, je pense que des gens comme Métro nous ont remarqué aussi. Tu sais, il faut que tu le milques, là, le fait d'aller à la télé. Comme, nous, c'est tout le temps ça, notre thinking, c'est comme, si on fait quelque chose de gros comme ça, après ça, il faut capitaliser là-dessus. Là. Puis tu vas cogner aux portes, puis tu te dis, check, on est passé au Dragon, ça s'est full bien passé. Comme les gens veulent notre produit, puis après ça, de fil en aiguille, ben, tu essaies de... Puis, ce que j'entends, c'est que les 700 boîtes, vous les vendiez en ligne. Donc, les produits sont disponibles en ligne. Sont disponibles en ligne. Mais, tu sais, à part justement l'épisode des Dragons, c'est extrêmement rare qu'on vend en ligne. On ne met pas nécessairement d'efforts là-dessus. On est très, très focusé sur la distribution, brick and mortar, comme vraiment dans les épiceries. Puis on essaie de plus en plus d'avoir une meilleure exécution, comme je disais. Puis, tu sais, peut-être ajouter, on n'est pas présent dans les dépanneurs, on aimerait ça être présent dans les dépanneurs. Tu sais, on a tellement de produits grand public, puis on a tellement de belles missions derrière qui est comme, on est équipé pour produire. Fait pourquoi ne pas produire? Comme pourquoi être niche quand on peut être comme grand public, mais être de qualité puis sauver des tomates. Fait que nous, on est comme un peu dans le mode, on veut que les gens nous voient comme ils veulent. On dirait que c'est un peu impulsif. Je sais pas, peut-être qu'on se trompe, mais on trouve que c'est là que c'est comme le plus naturel pour nous de pousser nos produits. Puis après ça, on fait l'exécution en magasin. Fait que tous ces canaux-là que vous avez nommés, là, c'est beaucoup. Là. Puis en plus, c'est déjà au reste du Canada, ce qui est énorme. Vous avez quelqu'un au développement des affaires ou c'est vous? On est juste nous deux. Sérieux, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est allô, salut, c'est PO. Veux-tu mes produits?
Ouais, Et là, on travaille avec des courtiers. Oui, là, on a des courtiers à cette heure. Fait que, ils ont comme un portefeuille de clients avec plusieurs brands, tout ça. Fait que, on travaille avec des bons partenaires, on ne veut pas, mais comme tout était externalisé, comme tout est un peu en sous-contraction. Fait que, il y a beaucoup de nous, il y a beaucoup de passes à palette. Tous les meetings, tous les pitchs, c'est nous qui les font. On fait beaucoup de dégustations encore dans les magasins. On fait pas mal tout de A à Z. Puis, on se dit que c'est le temps. Là. Nous, on veut que, justement que tout l'argent que l'entreprise fait, on la laisse dans le business, puis on veut que ça aille vite le plus vite possible. Puis à un moment donné, ça va payer. C'est ça qu'on se dit. Là. C'est impressionnant. Est-ce que vous aviez, vous êtes jeune, là, mais plus jeune, là, maintenant pendant vos études, le désir un jour d'avoir une entreprise ou c'est comme arrivé de façon organique, ça? Ouais, je pense que oui. Comme sans savoir exactement ce qu'on voulait. Tu sais, le fait de vouloir un resto, de. Tu sais, je pense qu'on a toujours été des bons employés, mais je pense qu'on a 2 têtes fortes qui font en sorte que, tu sais, souvent, on va essayer de prendre plus de responsabilités, de donner nos idées aux gérants. Tu sais, on a eu des postes de gestion, justement, souvent, puis je pense qu'on le savait sans savoir que ça allait être ça, nécessairement, mais ouais, moi, je pense que oui. Là, un peu des deux. Oui, non, c'est vrai. Mais ça, c'est dans ton ADN, t'as des réflexes. Oui, bien, c'est ça. Ouais. C'est ça. Là, l'entreprise, elle a 2022. 2022, oui, 3 ans. On a vraiment commencé comme la grosse commercialisation officielle avec Sobase fin août 2022. C'est ça. Fait que ça va faire 3 ans de comme commercialisation officielle, mais on apprend beaucoup, là, vraiment beaucoup. Ça a été tellement... 2022, 2023, c'était incroyable. C'était juste comme let's go, let's go. Aucun problème, un peu naïvement, tout allait bien. T'apprends, mais t'apprends pas vraiment. Puis tout va bien, le cash flow, c'est éternel, puis il n'y en a pas de problème. 2024, c'est un peu plus la dure école, la réalité de justement, tu arrives à un step que là, il y a plus de responsabilités, il y a plus de trucs à gérer, il faut que tu fasses attention, puis plus c'est gros, plus c'est facile de te planter. Fait que, 2024, on a beaucoup, beaucoup appris. Puis là, 2025, ça repart comme on veut, là, avec toutes les petites modifications qu'on a faites, autant sur notre façon de voir les choses, petites modifications sur le packaging, petites modifications de la recette, petites modifications avec le partenaire de production. C'est tout le temps un constant apprentissage, puis on avance là-dedans. Là, puis tout va vite, mais tout va super lent. Moi, ça me fait capoter. Là. Ouais, ben, des entrepreneurs, ça va jamais assez vite. Oui, c'est ça. Et pourtant, ça va très vite. Oui, là. exact. Quand tu es dedans, tu as comme l'impression que. C'est genre 46 suivis pour une même affaire. Tu es comme, OK, mais on peut-tu arriver au bout de l'histoire? Je comprends, c'est très bien. C'est ça. OK, là, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui vous attend dans la prochaine année ou deux? Mettons court terme, là. Bien, notre gros focus cette année, c'est vraiment de mousser nos ventes dans nos points de vente existants. C'est-à-dire être à des meilleurs emplacements. Tu sais, avant, chez IGA, on a commencé dans les fruits et légumes, qui était correct pour quand on a commencé parce que c'est Guillaume qui est venu nous chercher et tout ça. Là, tu sais, il fallait changer de section. On n'était pas à bonne place comme les gens, ils nous cherchaient. Fait que là, on est rendu dans l'offre santé, admettons, chez IGA, qui est comme plus vers le bio. Aussi, un Rachel Berry, on va être dans le Rachel Berry, ce qui est vraiment comme un emplacement parfait pour nous. La gestionnaire de la catégorie, elle est incroyable. Valérie, elle croit full en notre produit, fait que ça, c'est vraiment le fun. Chez Métro, on est avec tout le monde, fait que, tu sais, avec comme toute la grosse compétition, Tostitos et tout ça. Avril aussi. Fait que de profiter de ces beaux emplacements-là en épicerie, puis vraiment aller chercher le consommateur, être proche de la caisse, là. Fait que vraiment, c'est ça. Faire mousser les ventes, c'est ça notre gros focus de cette année. Puis, faire parler de nous autres. Faire parler de nous autres, oui, c'est ça. Là, vous êtes bon là-dedans, là? Oui, mais tu sais, on se rend compte que c'est le fun d'être dans plein de points de vente, mais là, après ça, il faut que les gens soient au rendez-vous. Tu sais, c'est ça, le gros défi, c'est tout le temps ça. Tu sais, oui, c'est dur de rentrer dans un point de vente, mais le plus difficile, c'est de faire sortir ton produit en magasin. Fait qu'on focus vraiment beaucoup là-dessus avec des petits moyens, mais on essaye en tout cas de faire... Fait que c'est ça notre focus pour vrai cette année. Puis mettons, si on se projette un peu plus loin que ça, à long terme, avez-vous une vision de où vous voulez être dans 10 ans? 10 ans. OK, on va dire 5 ans. Ouais. 10 ans, là, 5 ans. 5 ans, on aimerait ça. On aimerait ça probablement avoir notre petite équipe à nous autres, comme avoir des gens à l'interne, des gens avec qui on peut triper, avoir une déclinaison de produits qui fait du sens, pouvoir être plus, faire encore plus d'événements, être encore plus présent, puis être disponible aux États-Unis comme on aimerait vraiment ça. Mais surtout, on aimerait ça avoir une entreprise que on peut vraiment voir l'impact qu'on a. En ce moment, oui, OK, c'est le fun, on sauve un peu de tomates, tout le kit, mais comment on aimerait ça
que ça soit encore plus gros. Que ça soit, qu'on monte quelque chose, qu'on rattrape Loop, je sais pas, qu'on fasse quelque chose. OK, Loop sont bons dans les fruits, ils font des jus, mais comme Purely, c'est le king des snacks dans l'économie circulaire. On aimerait ça comme que ça soit nice. Tu sais, qu'on soit un modèle aussi pour d'autres entreprises, que l'économie circulaire, ben c'est rentable. C'est pas vrai que ça l'est pas, puis de montrer que c'est possible de faire. Il y en a de plus en plus, puis tant mieux, mais il n'y en aura jamais assez, je pense, des business qui font de l'économie circulaire. Je pense que ça, si on peut être un bel exemple de ça, puis aussi de montrer que c'est pas vrai que parce que tu fais quelque chose avec un volet environnemental, il faut que ça soit super grano, puis niche, puis ça peut être grand public, puis nous, on le dit tout le temps, mais on veut pas être moralisateur. On veut que les gens, ils mangent de la salsa puis des chips comme si c'était de rien, mais après ça, nous, notre bord, on le fait l'effort. Comme on va aller les sauver, les tomates, faites juste acheter nos produits, nous encourager, puis c'est juste ça que ça prend, c'est tout. Là. On veut pas... on révolutionne le monde, mais comme juste... Obligé d'être moralisateur, là. Ben c'est ça, c'est vraiment ça. Là. Mais vous faites souvent mention à Loop, mais c'est un bel exemple de vraiment, marque. C'est ce que vous êtes en train de bâtir, une marque avec une notoriété. Puis oui, qui a une mission qui est cohérente à la fin, mais ça reste une entreprise. Ben oui, c'est ça. On va avoir du fun, puis offrir un produit de qualité. Puis en plus, ben, on fait quelque chose de bien. Mais si ton produit n'est pas bon, ben, ta mission à prendre bord. Absolument. Ouais. C'est tellement cool. Sérieux, là, j'en ai appris énormément. J'étais un fan de vous. Je suis encore plus un fan. Merci. Je vous remercie. Merci de nous avoir invités. Oui, vraiment. C'était vraiment cool. Puis on va peut-être faire un breuvage un jour. Hey, j'aimerais tellement ça. J'ai entendu ça. Ah là, il dit ça serait Et un gros merci. C'était vraiment cool. Merci vraiment. Merci. Super entrevue encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. On vous retrouve pour un autre épisode. Salut tout le monde.